Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le Global Traded Desk, un webinaire public qui vise à vous permettre de comprendre qu'est-ce que le Global Traded Desk et comment l'utiliser afin de pouvoir explorer les opportunités commerciales. Je m'appelle Mathieu Loridan, je travaille pour le Centre du commerce international à Genève et je suis accompagné aujourd'hui par mon collègue Samuel de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Avant de vous faire une courte démonstration et un petit exercice sur le Global Traded Desk, je souhaite vous expliquer un petit peu brièvement de quoi il s'agit et surtout pourquoi nous avons créé cette plateforme. Tout d'abord, comme vous le savez, nous venons de traverser une crise sanitaire qui perdure malgré tout et qui a eu des impacts assez importants sur les relations commerciales internationales pour tous les pays du monde, sur tous les continents. Malgré tout, on observe depuis quelques mois une résurgence, une reprise et on a atteint quand même le niveau d'avant la Covid-19 si on regarde le 4e trimestre 2021. Donc, les relations commerciales s'améliorent et on tend vers les niveaux d'avant la crise Covid. Et ceci sur tous les continents. La croissance du commerce a en effet été forte dans toutes les régions en 2021, que ce soit entre 2021 et 2020 ou entre 2021 et 2019, comme on peut l'observer sur ce graphique qui montre que sur tous les continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Caraïbes, Afrique, Asie, Europe ou encore Océanie, il y a eu une augmentation positive, une croissance des exportations et des importations, suite à la décroissance que nous avons connue lors du premier choc Covid en 2019. Toutefois, cette amélioration va très probablement s'essouffler, comme le montre ce nouveau graphique qui prévoit que la croissance du PIB devrait ralentir sur toutes les régions, tous les continents, avec une prévision mondiale pour un ralentissement de 5,9 de croissance du PIB en pourcent en 2021, à 4,4 en 2022 et à 3,8 en 2023, des estimations qui ont toutefois été faites avant même, comme vous pouvez le voir, en janvier, avant même la crise Ukraine-Russie, qui va très probablement dégrader d'autant plus les prévisions de croissance. Cette crise Ukraine-Russie, qui n'est pas sans effet économique et commercial, comme vous vous en doutez, et comme vous avez déjà pu en entendre parler dans les actualités, il y a en effet une détérioration tout d'abord rapide des perspectives économiques mondiales, tout ça soutenu par la hausse des prix des denrées alimentaires dans un contexte déjà d'inflation globalisée, une inflation qui va notamment être d'autant plus poussée sur les carburants, les engrais, mais aussi les céréales. Donc la baisse est estimée à 1% de croissance mondiale, avec une inflation qui atteindrait jusqu'à 2,5%. Tout ça pour dire que reprise il y a suite à l'impact du Covid, mais reprise qui devrait être toutefois limitée par cette nouvelle crise, cette fois politique, qui impactera notamment en détournant et en modifiant la chaîne d'approvisionnement mondiale, comme on l'a entendu par rapport aux énergies fossiles, tout d'abord, mais aussi par rapport aux céréales et à d'autres denrées alimentaires. Il y aura tout d'abord une perturbation au niveau logistique, la Russie et l'Ukraine étant des pays importants au niveau du transit commercial mondial, notamment avec la limitation des espaces aériens. Cela va imposer de changer d'itinéraire, de changer de route. Certainement, cela va augmenter le prix aussi des transports, qui sera d'autant plus impacté par l'augmentation des prix gaz et pétrole.
On s'attend également à une pénurie des semi-conducteurs, donc ils sont un secteur critique dans de nombreux domaines, manufacturés notamment, et le prix de l'énergie, comme je l'ai mentionné, qui aura un impact indirect sur tous les autres produits manufacturés, mais aussi agricoles, l'agriculture étant dépendante des énergies fossiles, que ce soit pour la production, mais aussi pour tout ce qui est engrais. Donc tout ça, on va le voir dans les mois, dans les années à venir, l'impact aura un impact néfaste qui sera pondéré ou pas avec peut-être d'autres signes de croissance, la fin du Covid notamment. Tout cela va amener à des pénuries d'approvisionnement et plus dramatique encore, une crise alimentaire possible et une montée en flèche des coûts d'expédition. Donc face à cela, les entreprises, notamment les petites entreprises, se retrouvent à nouveau face à une problématique complexe, au-delà de la reprise post-Covid et peut-être même de la résurgence peut-être de certaines restrictions liées au Covid à prévoir. Ils se trouvent désormais aussi confrontés à cette nouvelle crise politique qui peut encore une fois amener à perturber leur chaîne d'approvisionnement, leurs coûts de logistique, leurs coûts de transport et leurs coûts de production avec l'inflation et les coûts des énergies qui augmentent. Face à tous ces défis, les entreprises, elles ont besoin aujourd'hui plus que jamais de rester informées sur l'évolution économique et commerciale des différents chocs que nous rencontrons. Notamment, elles doivent rester informées par rapport aux opportunités commerciales. Le commerce est un jeu à somme nulle, donc il se joue toujours entre équilibre et déséquilibre, et il y a des opportunités qui se créent lorsqu'il y a des restrictions qui sont imposées d'un autre côté. Donc c'est quelque chose qui est très important pour les entreprises, de rester informées et de ne pas oublier que des opportunités tous les jours se créent également. Et ce qui est très important d'autre part, c'est face aux risques qui se multiplient, qu'ils puissent diversifier leurs sources d'approvisionnement, leur marché de débouchés également, afin vraiment de ne pas mettre toutes leurs énergies sur un seul marché, un seul secteur, un seul partenaire qui pourrait, face à une crise inespérée, les mettre dans une situation très délicate. Donc, il faut absolument qu'ils arrivent à avoir des informations et qu'ils puissent diversifier les risques de marché. Facile à dire, mais pour ça, il leur faut différentes informations et une petite et moyenne entreprise, en particulier, n'a pas forcément accès à l'information analysée. Ils n'ont pas accès et ils n'ont pas les capacités pour faire des études de marché poussées et identifier les opportunités en temps réel et aussi se tenir informés des risques de marché. Ils ont notamment besoin de différentes informations pour pouvoir mesurer l'attractivité économique des marchés. Notamment, ils ont besoin de savoir où sont les marchés et quelles sont la taille des différents marchés pour leurs produits ou leurs services. La taille du marché va déterminer la demande des consommateurs pour leurs produits. Plus le marché est grand, plus le potentiel sera important. Il faut aussi qu'ils aient comme information l'évolution de la demande, parce que comme on l'a vu, c'est quelque chose qui peut varier énormément, d'autant plus aujourd'hui, face à des crises sanitaires qui sont vraiment inespérées, et donc qui peuvent du jour au lendemain augmenter une demande ou vraiment la restreindre avec soit des restrictions qui sont imposées par des gouvernements, soit des changements de comportement des consommateurs qui peuvent être subis face à des besoins en denrées alimentaires, par exemple, en besoin d'approvisionnement d'autre part. Autre information importante, c'est le dynamisme du marché. Donc, en plus de savoir l'évolution, il faut vraiment essayer d'avoir des informations pour mesurer si le marché est dynamique ou pas, afin aussi de pouvoir diversifier ses sources d'approvisionnement ou ses marchés de débouchés et s'assurer que, de son côté, on peut pallier à certaines interruptions de la demande, par exemple. Et enfin, ce qui est d'autant plus difficile à mesurer, il faut qu'ils aient non pas uniquement accès à des informations sur la demande actuelle ou la demande passée, mais aussi une estimation de la demande future, ce qu'on appelle aussi le potentiel d'exportation. Et c'est des informations qui sont assez difficiles à obtenir et difficiles à mesurer. Donc les entreprises, elles n'ont pas la capacité forcément de pouvoir elles-mêmes faire des estimations tangibles par rapport à ce potentiel d'exportation.
un potentiel d'exportation qui va dépendre aussi de différents facteurs, de différents critères. Au sein du Centre du commerce international, on a développé une méthodologie pour estimer le potentiel d'exportation sur 4 à 5 années futures. C'est une estimation qui se base sur différentes données, différents indicateurs, notamment des indicateurs traditionnels comme la distance entre les pays, entre les marchés, les tarifs qui sont imposés aux frontières, les relations commerciales ou le produit intérieur brut, la croissance du produit intérieur brut notamment, et des données moins traditionnelles comme la fiabilité des données, la dotation foncière ou l'accès à la mer, les parts de marché ou encore la dynamique du marché. Donc, ce qu'on a fait à l'ITC, au Centre du commerce international, c'est qu'on a, disons, pris tous ces indicateurs et réalisé un système de gravité afin de pouvoir estimer sur 5 années le potentiel d'exportation en valeur par produit, par marché. Et ça permet de donner une indication, notamment pour les plus petites entreprises, sur les tendances et le potentiel d'exportation et ainsi donner une indication qui aide à la décision. Il y a bien d'autres informations que les entreprises doivent avoir en tête lorsqu'ils décident d'exporter. Donc, c'est sûr qu'ils doivent savoir s'il y a une demande, si le marché est attractif, si le marché est dynamique et s'il y a du potentiel, comme je viens de le dire. L'autre volet d'information qui est critique pour eux, c'est les conditions d'accès au marché. Les conditions d'accès au marché, ça va être tout d'abord les droits tarifaires. Donc, chaque pays impose des droits tarifaires ou non aux produits qui sont importés sur son territoire et il noue des relations internationales avec les différents partenaires qui peuvent amener à réduire complètement un tarif ou au contraire à l'augmenter. Donc, on va l'augmenter si on souhaite pénaliser les importations d'un certain pays et on va le réduire si on souhaite au contraire faciliter l'entrée de certains produits. Un exemple facile, c'est l'Union européenne, c'est une union douanière, donc ça veut dire qu'au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de tarif du tout. Donc les biens entre la France, la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne peuvent être échangés sans aucune taxe douanière, sans aucun tarif douanier, quel que soit le produit. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, entre le Canada et le Mexique, bien qu'ils partagent un accord commercial, qui est l'accord commercial nord-américain, ils ne font pas partie d'une même zone douanière et donc il y a toujours des tarifs qui peuvent être imposés. Donc ces tarifs douaniers, par exemple, pour un véhicule à moteur qui sera exporté du Canada vers le Mexique, il peut être de 15%, c'est-à-dire 15% du prix du produit qui sera échangé s'il se fait sans accord, ce qu'on appelle un tarif général qui est le même pour tout le monde et qui vise à ne pas discriminer aucun pays. Vous avez certainement entendu parler de ce tarif général ou ce qu'on appelle aussi le tarif de la nation la plus favorisée, parce qu'avec la crise Ukraine-Russie, ce tarif a été annulé, disons, notamment par les États-Unis ou par l'Union européenne envers la Russie, afin qu'ils ne puissent plus bénéficier de ce tarif qui est normalement indiscriminé envers tous les partenaires. Maintenant, il y a une multiplicité des accords commerciaux afin de réduire ces barrières tarifaires, ces droits tarifaires. Et donc, entre le Canada et le Mexique, il y a un tarif qui concerne l'accord Canada-États-Unis-Mexique ou l'accord nord-américain et qui vise à dédouaner un maximum de marchandises et faciliter le commerce entre ces trois pays. Donc, il y a ce tarif de 0%. Donc, pour une entreprise, ne pas savoir qu'il existe un accord, ça veut dire ne pas pouvoir bénéficier d'une réduction de 15% de taxes. Donc, c'est assez important et ça peut avoir un impact sur la compétitivité de l'entreprise sur le marché vers lequel elle exporte. Ce qui est important aussi en termes d'information, ce n'est pas uniquement savoir qu'il y a une préférence tarifaire, une taxe de 0% qui peut être appliquée, mais c'est surtout de savoir comment bénéficier. C'est bien de savoir qu'il y a une préférence, mais si on ne sait pas comment l'obtenir, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un système qu'il faut rendre accessible et transparent qui s'appelle les règles d'origine qui permettent d'expliquer comment bénéficier d'un accord préférentiel. Et donc, il faut savoir qu'il y a différents critères pour être éligible à une préférence tarifaire. Et il faut savoir aussi si les entreprises et si les produits des entreprises arrivent à se conformer à ces exigences, à ces conditions de règles d'origine. Un autre exemple, au-delà des tarifs, ce qu'on parle de plus en plus, c'est les barrières
non tarifaires, ce qui veut dire en gros les exigences réglementaires qui peuvent créer des obstacles au commerce. Au-delà des taxes douanières, des tarifs douaniers, les pays ils mettent également en place des réglementations imposées aux frontières afin généralement de protéger leurs consommateurs, notamment la santé quand on parle de biens alimentaires, ou alors la sécurité quand on parle de biens manufacturés comme les jouets pour enfants par exemple, qui doivent répondre à certains critères de sécurité afin de pouvoir entrer sur un territoire et être achetés par les consommateurs. Au-delà de ça, il y a également certaines mesures qui sont parfois imposées de manière contraignante afin de limiter aussi certaines importations pour protéger son marché intérieur. Si on regarde toujours l'exemple de la voiture, là, donc, il y a cet accord, c'est super, ils peuvent exporter sans tarif, mais si on veut exporter depuis le Canada vers le Mexique, il faut savoir qu'il y aura en tout 23 mesures réglementaires. Donc, c'est des lois qui sont imposées par le Mexique et qui conditionnent l'entrée sur son territoire des véhicules à moteur. Ça va être par exemple l'obligation d'avoir une ceinture de sécurité, un airbag, l'obligation d'avoir peut-être certaines informations en espagnol et non pas uniquement en anglais. Ça va être l'obligation peut-être de polluer jusqu'à un certain niveau, etc. Donc, tous ces critères, toutes ces exigences réglementaires obligatoires doivent être mises en conformité par l'exportateur canadien. Maintenant, si cet exportateur il veut se tourner vers d'autres marchés, ça sera intéressant pour lui de savoir le nombre d'exigences réglementaires et bien sûr de savoir les conditions de chaque règlement. Pour le même produit, face aux 23 mesures réglementaires du Mexique, on aura seulement 9 mesures réglementaires en France et on en aura 42 au sein de l'Union des Arabes Unis, des pays des Arabes Unis. Donc, c'est énormément de différences, comme vous pouvez le voir. Ça ne veut pas toutefois dire à quel point chaque mesure est contraignante. Encore une fois, une entreprise aura besoin de savoir combien de réglementations, mais surtout quelles sont les conditions de chaque réglementation afin de pouvoir évaluer si son produit est conforme ou non conforme et qu'est-ce qui doit être entrepris pour se mettre en conformité. Donc, face à toutes ces informations et toutes ces décisions qu'un exportateur doit prendre, on l'a créé avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et la CNUSED, la Conférence des Nations unies pour le développement. Nous sommes 3 agences internationales basées à Genève qui travaillons à l'amélioration du système multilatéral, notamment en fournissant davantage d'informations aux entreprises dans les pays en développement en particulier. Et nous nous sommes mis ensemble pour créer une plateforme qui s'appelle Global Tradables, qui vise à améliorer la transparence de l'information et à la disséminer au plus grand nombre possible de petites et moyennes entreprises afin que le commerce soit juste et que nous ayons tous les mêmes capacités, les mêmes informations disponibles pour prendre des décisions éclairées. Comme je l'ai expliqué, cette initiative, donc, elle émane de l'ITC, l'OMC et la CNUSED, les 3 membres, disons, fondateurs de cette initiative Global Traded Desk, et on a été rejoint en cours par une dizaine d'autres agences internationales très connues, comme la Banque mondiale, par exemple, l'UNIDO qui représente tout ce qui est industrialisation au niveau des Nations Unies. Il y a aussi une agence qui regroupe toutes les chambres du commerce, ICC. On travaille aussi avec l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, ou encore avec la Fondation pour l'aliment, la FAO. Donc, toutes ces agences nous ont rejoints et l'idée, c'est de mutualiser toutes nos informations en sélectionnant les informations les plus pertinentes pour les entreprises et de travailler à un système qui va agréger toutes ces informations. L'ITC a notamment des bases de données sur le commerce, sur les tarifs, la CNUSED a des bases de données sur les mesures non tarifaires, l'OMC a des informations pertinentes sur les notifications sanitaires et phytosanitaires, etc. On mutualise toutes ces informations, on les regroupe dans un portail en ligne accessible à tous et gratuit, et on traduit ces informations en quelque chose d'intelligible, de facile à comprendre, pour pas qu'il y ait besoin non plus de 2 années de formation pour pouvoir l'utiliser, que les indicateurs soient directement exploitables pour l'aide à la décision. Cette plateforme et ces informations vont permettre, disons, d'accompagner les entreprises tout au long du processus d'analyse de marché jusqu'à la négociation avec le partenaire.
en commençant par une aide pour évaluer la demande et le potentiel d'exportation avec les informations que j'ai mentionnées. Existe-t-il une demande? Est-ce que cette demande est dynamique? Existe-t-il un potentiel futur par marché, par produit? Ensuite, la plateforme va permettre d'aider à comparer l'accès au marché via notamment une comparaison des tarifs qui sont imposés sur les différents marchés pour les produits des utilisateurs. Ils vont pouvoir savoir quel est le taux de tarif général, quel est le taux de tarif préférentiel, quels sont les acteurs existants, quelles sont les conditions de règles d'origine aussi pour bénéficier des accords préférentiels. Troisièmement, la plateforme va permettre d'identifier les exigences réglementaires sur le marché cible. On sait qu'il y a une demande, on sait qu'il y a un tarif qui est de 0. Maintenant, comme je l'ai montré juste avant, il faut savoir s'il existe des exigences réglementaires, quelles sont-elles et quelles sont les conditions pour se mettre en conformité avec ces exigences. Avoir une ceinture de sécurité pour mon véhicule, ça c'est bon, je l'ai. Par contre, il faut peut-être ajouter un airbag latéral. Alors, quel est l'impact pour moi si je ne l'ai pas? Ça va rajouter des coûts supplémentaires au niveau de production. Est-ce que c'est toujours pertinent d'exporter? Quatrièmement, le site va également fournir des informations sur les normes volontaires. C'est super de savoir qu'est-ce qui est obligatoire, c'est le minimum. Maintenant, on vit dans un environnement ultra compétitif avec énormément de nouvelles entreprises, de start-up qui se mettent au point chaque jour. Il faut aussi réussir à se différencier, à se distinguer dans la masse. Et pour ça, il existe parfois des marchés niches, notamment au niveau des normes volontaires. Le cas vraiment simple, c'est tout ce qui est produits biologiques. Donc aujourd'hui, il y a une vraie compétition maintenant sur ce secteur-là, mais il y a quelques années, une dizaine d'années, les entreprises qui avaient ce fameux logo biologique, que ce soit sur le marché canadien, français ou suisse, ils avaient une valeur ajoutée pour les consommateurs. Et donc, ils pouvaient comme ça restreindre un petit peu la concurrence et se positionner. Aujourd'hui, c'est différent pour ce type de produit, car il y a énormément d'entreprises qui sont actives, mais il y a d'autres normes qui se mettent au jour chaque jour et qui permettent de se mettre en avant, comme le commerce équitable, etc. Et enfin, une fois que l'on sait qu'il y a de la demande pour notre produit, que le tarif est acceptable, ainsi que les conditions réglementaires sont réalisables, le plus important au final, c'est vraiment de savoir avec qui on peut commercer et s'il existe des soutiens pour notre opération. L'information, c'est une chose, mais il y a parfois besoin d'un coup de pouce supplémentaire, que ce soit financier, que ce soit d'être plus dirigé au niveau des procédures domestiques, etc. Donc la plateforme, elle va viser vraiment à accompagner les entreprises à la première décision qui est: dois-je exporter, jusqu'à vraiment avec qui est-ce que je vais exporter, afin qu'ils puissent vraiment avoir toutes les informations nécessaires en main afin de prendre la bonne décision, une décision éclairée, et ainsi diversifier les risques de marché comme on l'a mentionné précédemment. Donc le plus simple pour que vous puissiez bien appréhender cette plateforme qu'on a développée, qui a été lancée en 2020, c'est de faire un exemple ensemble. Je vous inviterai par la suite à vous loguer vous-même, à vous connecter à la plateforme, mais faisons tout d'abord un exemple ensemble. Je vais prendre un exemple d'exportation d'un produit de beauté qui sera exporté de la France, qui est gros producteur en termes de produits de beauté, produits de luxe, vers la Chine, qui est cette fois un grand consommateur de ce type de produit. Donc, je vais basculer sur la plateforme et je vous inviterai à vous connecter tout à l'heure. Donc, la plateforme Global Traded Desk et son nom de domaine globaltradeddesk.org, relativement simple à se souvenir. Elle est disponible en français, donc le /fr pour la version française. Sinon, on atterrit sur la version anglaise par défaut et il y a en haut dans le menu la possibilité de changer. Comme vous pouvez le voir, la plateforme est disponible en anglais, français, espagnol, ainsi qu'en portugais, russe et arabe. Donc, il y a le choix en termes de langue. En haut, on aura quelques informations sur l'initiative, sur les partenaires, etc., que je viens de vous expliquer. Ce qui sera intéressant, peut-être qu'on pourra regarder dans un deuxième temps, c'est les ressources disponibles dans la plateforme. L'idée, c'est pas simplement de mettre en commun les informations commerciales de toutes ces agences qui font partie de cette initiative, mais c'est aussi de rediriger les utilisateurs vers plus d'informations et peut-être plus de formations aussi,
qui sont disponibles dans chacune de nos organisations, car on a vraiment un mandat particulier. Pour ce qui est du Centre du commerce international, on vise à aider les micro, petites et moyennes entreprises dans les pays en développement à se développer, à s'internationaliser à travers l'information, mais aussi à travers toute une série de services qu'on peut fournir selon le secteur, selon la région également. Il y a une identification tout en haut également à droite. Alors, 90%, 90% de l'information est disponible sans enregistrement. Et vous allez voir, il y a uniquement une information qui est confidentielle pour laquelle il faudra s'identifier. Soit vous avez déjà un compte auprès de l'ITC, soit vous pouvez en créer un gratuitement si vous résidez dans un pays en développement. Et je vous montrerai ça. Donc, ça, c'est pour l'information basique. Comme vous pouvez le voir, la page d'accueil est comme ceci. On voit qu'on parle de Global Trade. On a un outil de recherche qui vient tout de suite sur la page d'accueil où on va pouvoir sélectionner notre recherche. Ce qui est intéressant, si vous êtes premier utilisateur, c'est de regarder rapidement la petite vidéo explicative du projet. Ce qui est toujours pertinent, même pour les utilisateurs fréquents, c'est aussi de regarder la section sur les dernières nouvelles où on va mettre à jour les utilisateurs sur les dernières données. Là, bon, on a une petite nouvelle forcément sur le webinaire qu'on conduit aujourd'hui, mais on peut voir aussi qu'il y a eu récemment des informations ajoutées pour certains pays, notamment le Burundi, le Kirghizistan. Et on peut aussi parfois avoir des informations qui viennent de partenaires qui fournissent des informations complémentaires. Ici, on a une petite news sur la plateforme Trade for MSMEs qui était récemment lancée. Ce qui est également intéressant de voir dans la page d'accueil, c'est qu'il y a un accès aussi aux sources des données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on recommande fortement, c'est toujours aller voir d'où viennent les données. Nous, on est vraiment transparent par rapport à ça et donc on peut voir pour chaque pays, pour chaque type de données, d'où proviennent les données, que ce soit du Centre du commerce international, de l'OMC ou de la CNUSED. Et pour ce qui concerne les données de l'ITC, mais c'est la même chose pour la CNUSED, les données, elles proviennent des pays, donc des gouvernements, des autorités en place dans chaque pays qui fournissent des données qui sont déjà publiques. Donc, c'est des données qui sont valides, confirmées et qui sont sûres, disons. En bas de page, on voit un petit peu le rappel de tous les partenaires. Je tiens simplement à souligner le soutien financier du Qatar et de la Suisse pour mettre en place cette plateforme. Donc, la plateforme, comme on peut le voir dans le schéma explicatif, elle a trois principaux objectifs. D'abord, on va essayer d'identifier l'opportunité. Ensuite, on va se préparer en regardant les conditions d'accès au marché. Et enfin, on va pouvoir se connecter aux partenaires pertinents. Donc, je vais faire ma petite recherche. Je peux soit sélectionner une importation, soit une exportation. Je vais me mettre dans les chaussures d'un exportateur français. Donc, je vais sélectionner que je souhaite exporter depuis la France. Donc, j'avais dit que j'exportais du maquillage. Donc, je peux taper simplement mon produit maquillage et à partir du mot que je vais rentrer, je vais avoir une sélection de produits avec leur code du système harmonisé à 6 chiffres. C'est ce code que vous voyez sur la gauche. Il y a 6 chiffres. C'est un système harmonisé au niveau de toutes les douanes dans le monde, qui est un code unique pour tous les produits échangés, qui est assez détaillé. Donc, comme vous pouvez le voir, si je tape maquillage, je vais avoir le choix entre plusieurs produits. Donc, si je connais mon code produit, si vous êtes déjà exportateur, vous le connaîtrez. Vous pouvez directement le sélectionner ici. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez donc soit regarder là, vous pouvez aussi utiliser ce petit outil de recherche SH du système harmonisé qui va vous permettre de naviguer un peu cette classification. Comme vous voyez, il y a énormément de codes, énormément de chapitres, ce qu'on appelle, et à l'intérieur de chaque chapitre, on va avoir des sous-chapitres jusqu'à ce qu'on arrive au niveau 6 chiffres. Donc, si je tape à nouveau maquillage dans cette recherche, donc voilà, je vais avoir une sélection. Heureusement, j'ai que 6 produits que je peux sélectionner et donc je peux lire la description de chacun et identifier le produit qui correspond le mieux à mon produit. Donc, je sélectionne ce produit 3304 99 ou 99 et ensuite, je vais pouvoir sélectionner mon marché de destination. Alors, soit vous connaissez déjà votre destination, par exemple l'Afrique du Sud, soit vous ne savez pas et là, encore une fois, il y a un petit outil qui va utiliser l'estimation du potentiel d'exportation dont j'ai fait référence tout à l'heure. Donc, il va nous proposer les 10 marchés avec le plus fort potentiel pour mon produit exporté depuis la France. Donc, si je veux exporter du maquillage depuis la France, selon les estimations de potentiel d'exportation du Centre du commerce international, le premier marché
à forte opportunité sera la Chine, avec une estimation du potentiel d'exportation qui se montera à plus de 2 milliards de dollars. Viendra ensuite l'Allemagne, Hong Kong, etc. Donc, je peux simplement utiliser ce petit outil et ensuite aller naviguer l'information, aller voir de quoi il s'agit. Une fois qu'on a fait notre recherche, on va voir une vue d'ensemble du marché. Donc, pour mon produit, le maquillage français exporté vers la Chine. On va commencer par une petite vue d'ensemble de l'attractivité du marché chinois pour le maquillage. On va voir que les importations totales de la Chine pour le maquillage, ou sa demande totale, représente presque 16 milliards de dollars. Donc, c'est un gros importateur de ce type de produit. Et on le voit également à travers un deuxième indicateur qui nous donne le rang en tant qu'importateur mondial de maquillage. Donc, la Chine est le premier importateur. Donc, c'est vraiment un bon client. La demande est là. Ensuite, on va voir un petit peu ce qui se passe pour la France. Donc, la France, elle représente déjà 20% des importations de maquillage en Chine. Donc, on est déjà un gros vendeur de maquillage en Chine. Et cette demande, elle a été croissante ces 5 dernières années. Donc, ça, c'est la demande actuelle. Et on voit depuis 2016, il y a eu presque 40% d'augmentation. Donc, encore une fois, un signe assez positif. Et troisièmement, donc, on est un bon vendeur, la demande continue de croître ces dernières années et il y a une estimation du potentiel encore réalisable de 2,3 milliards de dollars. Donc, il y a encore vraiment beaucoup d'exportations qui peuvent être créées pour ce produit. Et on voit un petit peu les tendances ces dernières années. Donc, la courbe est montante et selon les estimations du potentiel d'exportation, cela va continuer à croître. Donc, c'est le moment, disons, de continuer à exporter ou peut-être d'investir dans ce marché. Si je suis une petite entreprise française qui souhaite maintenant m'ouvrir à l'international ou peut-être m'ouvrir au marché asiatique. Donc, ça, c'est pour les opportunités commerciales. Elles sont là. Maintenant, si on commence à regarder les opportunités d'accès au marché. Donc, première information, c'est le tarif. On voit qu'il y a un tarif d'1%. Pour chaque information que je vais vous présenter, on pourra ensuite aller dans le détail. Là, on peut voir plus d'informations. Si je veux savoir quel est ce tarif d'1% et surtout quelles sont les règles d'origine, comme j'ai expliqué, pour bénéficier de ce 1%, s'il y a des conditions de règles d'origine, alors je vais pouvoir cliquer ici. Ce qui est bien, c'est d'abord d'avoir une vue d'ensemble. Et je vois, il y a différents éléments à prendre en compte. L'attractivité, les tarifs, ensuite les exigences, donc c'est ce qu'on appelle les réglementations, les mesures non tarifaires. Je vois que la France n'impose aucune réglementation à l'exportation, donc elle ne veut pas restreindre ses exportateurs de maquillage. En revanche, la Chine exige plusieurs choses. Notamment, il y a 8 réglementations qui concernent le produit, 31 réglementations qui concernent les conditions de marché et 44 réglementations qui concernent l'inspection et le pré-embarquement. Donc, c'est fait beaucoup de réglementations. Ça ne veut pas dire qu'elles sont contraignantes pour autant, mais c'est important que l'exportateur navigue ces différentes réglementations et il s'assure qu'il n'y a pas d'impact, qu'il ne doit pas, disons, fournir des certificats additionnels ou changer son processus de production ou son produit. Le dernier bloc indique les changements dans la réglementation. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose, encore une fois, qui vise à donner des informations sur le futur possible au niveau d'accès au marché. On connaît les réglementations actuelles qui sont imposées par la Chine pour le maquillage et on connaît aussi les changements possibles de réglementation. Chaque pays membre de l'Organisation mondiale du commerce a l'obligation de notifier les possibles changements réglementaires. Ils doivent les notifier auprès de l'OMC afin que tous les membres puissent en prendre connaissance avant l'imposition de cette nouvelle réglementation, ce qui va leur permettre éventuellement peut-être de contester ce changement réglementaire. Donc, comme on peut le voir, il y a eu 24 notifications de réglementation qui ont été faites. Ça veut dire que peut-être, possiblement dans le futur, certaines de ces réglementations vont changer ou alors il y en aura des additionnelles. Si on continue un petit peu la route de l'exportateur, il connaît le tarif, il connaît la demande, il connaît les exigences réglementaires. On va fournir également une information au niveau des procédures nationales d'exportation. Donc là, on travaille avec la CNUSET d'une part qui va, dans certains cas de figure, pour certains marchés, certains produits, fournir vraiment un guide étape par étape du processus d'exportation.
Et pour compléter cette information, on collecte aussi de l'information de la Banque mondiale qui fait des estimations au niveau du temps d'exportation et du coût d'exportation. Donc là, on voit que selon les estimations de la Banque mondiale, il y a quasiment zéro coût, zéro temps au niveau des procédures d'exportation pour ce produit. Donc, c'est plutôt encourageant, encore une fois. Enfin, on donne une petite vue d'ensemble des partenaires possibles pour exporter du maquillage en Chine. Notre plateforme contient les contacts de plus de 400 entreprises possiblement importatrices de maquillage en Chine. Donc, ça représente pas mal de partenaires possibles. Il y en a bien un qui va être intéressé. Ensuite, ce qui est important, c'est aussi de fournir des informations sur les autres partenaires possibles. C'est bien d'identifier un acheteur, mais c'est aussi bien de savoir si peut-être on peut avoir des soutiens financiers au niveau d'institutions financières, bancaires. C'est bien aussi de connaître quelle est l'agence française de soutien aux entreprises et aux exportations qui va peut-être pouvoir nous orienter, nous aider en cas de coup dur. Et aussi, information très importante qu'on tend souvent à oublier, c'est les informations sur la propriété intellectuelle. Il existe des bureaux dans chaque pays de propriété intellectuelle qui vont permettre aussi d'orienter les entreprises sur les bons choix, surtout sur le marché chinois, mais sur tous les marchés en général. Il est important de vérifier les conditions de propriété intellectuelle au niveau des marques, au niveau du branding, car il y a parfois en fait des restrictions qui sont imposées dont on n'a pas conscience. Si après avoir vu toutes ces informations d'ensemble sur mon marché de destination, je ne suis pas convaincu, cette page va répéter à nouveau quels sont les autres marchés à fort potentiel et l'utilisateur va pouvoir cliquer sur un de ces marchés et rafraîchir la page et obtenir les mêmes résultats. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est peut-être regarder en détail pour ce cas de figure. Donc, il y a un tarif de 1%. Quel est ce tarif? Je peux cliquer donc sur tarif et je vais être redirigé vers la suite de mon chemin d'exportateur. Je vais avoir des informations sur ce tarif qui est un tarif de la nation la plus favorisée, tarif général de 1%. Donc, c'est une taxe douanière qui me sera imposée lorsque j'exporterai mon bien en Chine. 1%, ça reste relativement abordable. Ce que vous voyez juste au-dessus de cette information, c'est la liste de tous les produits français qui sont reconnus sous ce groupe maquillage. Donc, parfois, les pays, ils détaillent certains produits au-delà de leur code à 6 chiffres du système harmonisé, notamment quand c'est des produits qui sont très diversifiés sur leur marché, afin de pouvoir parfois appliquer des conditions différentes. Donc là, on a le choix aussi d'aller plus en détail pour le tarif et de sélectionner vraiment le produit concerné. Donc, si je clique rapidement sur les différents produits, je vois que le taux reste le même, inchangé de 1%. Dans le cas de figure d'un accord préférentiel, j'aurai donc l'indication du tarif général et en plus, j'aurai l'indication du tarif préférentiel ainsi que les règles d'origine qui vont me permettre aussi de mieux comprendre comment bénéficier de cet accord préférentiel. Dans mon exemple, je n'en ai pas. Par contre, je peux continuer ma route et voir qu'est-ce qu'il en est au niveau des exigences réglementaires. Donc, après les tarifs, je peux cliquer sur exigences réglementaires et là, je vais avoir les grandes catégories qu'on avait vues dans l'overview. Je vois qu'il n'y a toujours pas d'exigences domestiques. En revanche, j'ai des exigences sur le produit. Je peux cliquer sur cette catégorie et voir quelles en sont. Je vois qu'il y a des restrictions sur certaines substances, par exemple. Donc, je vais pouvoir avoir un court résumé de cette réglementation en vigueur et je vais pouvoir avoir un accès au texte législatif donc qui est imposé par le marché de destination afin de pouvoir peut-être aller plus en détail ou peut-être valider les informations et être sûr qu'on fait le bon choix. Donc là, comme c'est sur le marché chinois, forcément, ça va être des informations chinoises. Après, avec un outil de traduction ou peut-être un soutien au niveau de l'agence de promotion des exportations, on va pouvoir, ou la chambre de commerce française en Chine, on va peut-être pouvoir mieux comprendre. L'objectif de la plateforme, c'est pas de fournir textuellement toutes les réglementations, mais c'est de les lister, d'en fournir un résumé compréhensible afin que l'utilisateur puisse évaluer si ces réglementations sont quelque chose auquel ils sont conformes et sinon, comment s'y conformer. Donc là, je peux naviguer à travers le type d'exigence, les conditions d'accès au marché. Je vais encore une fois avoir la liste complète. Et ce qui est intéressant, c'est la dernière catégorie, c'est les changements réglementaires à venir que j'ai expliqués, qui viennent de l'Organisation mondiale du commerce et de tous ces pays membres qui notifient. Et je vais voir qu'en janvier de cette année, donc très récemment, il y a eu une nouvelle notification émise par la Chine en ce qui concerne la protection de l'environnement donc pour les produits de maquillage.
Et donc, on va avoir une description et un lien vers cette plateforme de l'OMC qui fournit tous les détails. Et donc, on va pouvoir avoir un accès direct à cette information. Et s'il y a des documents additionnels, ils vont être rendus disponibles. Et on aura également le contact de l'agence chinoise qui a notifié ce changement réglementaire et qui sera peut-être amené dans le futur à la mettre en vigueur. Donc ça vise à mettre en alerte les exportateurs sur des nouveaux changements réglementaires afin qu'ils ne soient pas pris de court en cas de nouvelles réglementations, qu'ils puissent déjà y réfléchir, peut-être discuter en interne, voir si c'est faisable ou pas et adapter leur système de production. Donc voilà, l'utilisateur il pourra également aller sur les normes de durabilité et avoir la liste de toutes les normes qui sont mises en œuvre dans le pays de destination et voir s'il peut peut-être se conformer à certaines ou s'il est peut-être déjà conforme avec certaines de ces normes. Ce qui est intéressant pour continuer, c'est de voir le temps et le coût pour exporter. Donc, on l'a vu, il est négligeable. Dans cette section sur les procédures commerciales nationales, on va aussi fournir des informations sur les agences nationales d'aide en fait, à la mise en conformité avec les procédures nationales. Donc, ce sera les douanes françaises au niveau de la France. Il y a un lien ou un email qui sera fourni. Il y aura aussi un lien vers les guichets uniques quand il y a un guichet unique qui est mis en place. Donc, c'est des plateformes qui sont censées aussi aider les entreprises, les exportateurs à faire toutes leurs démarches en ligne. On est dans l'ère de la digitalisation de l'information, que ce soit pour un passeport, pour une dépose de permis de construire ou pour une exportation. Maintenant, il y a des démarches qui peuvent être réalisées en ligne et donc on aura les liens vers ces différentes plateformes par pays. Important également au niveau des procédures, c'est de pouvoir accéder à l'information sur la propriété intellectuelle, donc en collaboration avec l'OMPI, donc l'organisme de la protection de la propriété intellectuelle, ou WIPO en anglais. On aura des informations sur les différents outils mis à leur disposition et qui peuvent être utiles avant l'exercice d'exportation pour être sûr qu'ils ne vont pas être bloqués parce qu'ils n'auront pas eu le bon branding ou parce qu'ils auront oublié de s'enregistrer dans le pays de destination. Et finalement, l'identification des partenaires. On a vu qu'il y avait plus de 400 entreprises déjà enregistrées dans notre plateforme qui peuvent être des acheteurs potentiels. On aura aussi la liste des bureaux pour la propriété intellectuelle, donc à Paris, avec leur email adresse, donc on pourra les contacter et se renseigner davantage si besoin. On aura aussi les institutions de financement disponibles en France si on veut obtenir un crédit supplémentaire pour développer son activité sur le marché chinois. Et on aura également un lien vers les organismes de promotion du commerce. Donc chaque pays a généralement au minimum une organisme de soutien. Donc il y a Business France, pour ceux qui connaissent la France, qui va être renseigné ici. On pourra les contacter depuis la plateforme. Si je reviens au contact d'affaires, donc au possible acheteur, on va combiner deux types d'informations. Il y a l'information qui vient d'un partenaire en Amérique du Sud qui va nous aider à fournir des informations sur les entreprises, les possibles acheteurs depuis leur base de données. Donc, on aura le nom de l'entreprise, une description, etc. Donc, on voit qu'ils sont tous situés en Chine. On a le nom et on peut cliquer sur ces informations et ensuite peut-être avoir davantage de détails, notamment le contact. Et en complément, ITC fournit aussi des informations depuis sa base de données entreprise. Donc, il y en a 400 entreprises dans cette base de données. On peut cliquer pour accéder à ces informations supplémentaires. Et c'est à ce moment-là que le login sera obligatoire pour les utilisateurs. Ils devront donc s'enregistrer. Là, je me suis pré-enregistré, mais ils pourront créer un compte s'ils sont localisés dans un pays de développement ou au sein de l'Union européenne afin de pouvoir accéder à ces informations et à toutes les autres fonctionnalités de l'outil ITC Trademap qui répertorie ces entreprises. Donc, on pourra voir dans ce cas de figure la liste de ces 400 entreprises et je peux cliquer sur une par exemple et je pourrais avoir notamment des détails normalement sur l'entreprise en question, notamment le numéro de téléphone, il y a souvent le site web quand il est disponible, le nom de la personne, du gérant et d'autres types d'informations. Donc, on pourra comme ça naviguer les plus de 400 entreprises disponibles dans notre base de données. Donc, voilà un petit peu pour l'overview du système. J'ai déjà parlé un bon petit moment et donc plutôt que de continuer, je souhaiterais vous laisser peut-être le temps aussi de digérer cette information et rien de tel qu'un petit exercice pour ce faire. Donc, si vous le voulez bien, maintenant, je vous invite à vous connecter vous-même à la plateforme globaltradehelpdesk.org. Donc, vous pouvez taper et même directement l'ajouter dans vos favoris. Donc, switcher sur la version française si vous n'êtes pas anglophone ou si vous préférez le français. Et donc là, vous verrez à votre écran
un petit exercice assez simple qui va reprendre un petit peu les différentes démarches que je viens de faire afin de vous familiariser avec la plateforme. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous connecter à la plateforme en tapant globaltradehelpdesk.org/fr dans votre navigateur Internet. Donc, ça marche avec tous les navigateurs. J'ai utilisé Chrome parce que ça marche bien. Si vous avez Chrome, utilisez-le plutôt. Mais Firefox ou Internet Explorer feront l'affaire également. Sélectionnez dans la barre de recherche de la page d'accueil, donc exporter. Et ensuite, je vous propose de regarder les engrais marocains vers le Brésil. Donc, on sélectionne Maroc dans le pays d'export. Le produit, donc vous pouvez taper soit le code 310559, soit vous tapez engrais, et là, la liste devrait être relativement longue, donc vous pouvez sélectionner le code depuis cette liste. Et ensuite, vous pouvez donc soit entrer directement au Brésil et le sélectionner dans la liste du marché de destination, ou alors vous pouvez, si vous le voulez, utiliser le petit outil pour identifier les marchés à fort potentiel, et je pense que le Brésil devrait être dans cette liste. Et donc le sélectionner et ensuite cliquer sur le bouton Go et explorer. J'aurai quelques questions pour vous juste après, donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre 5 minutes de court break pour laisser les participants naviguer la plateforme avec cet exemple, et ensuite je lancerai une petite, en fait je vais lancer maintenant un petit une petite enquête en ligne afin que vous puissiez répondre, peut-être même regarder les questions en même temps que vous explorez. Donc je vais lancer cette petite enquête et donc je vais pouvoir monitorer en temps réel les réponses. Donc voilà, je vous laisse tranquille 5 minutes et on reprend juste après.
Voilà. Merci à ceux qui ont pu participer. Donc, les réponses sont plutôt bonnes pour ceux qui ont participé. Je vais arrêter le poll et je crois que j'avais un slide qui reprenait ces petites questions. Donc, vous avez pu tous rentrer la bonne recherche dans la majorité des cas. Et donc, la première question, c'est de voir si vous arrivez à identifier le nombre d'inspections et de pré-embarquement pour cette recherche d'engrais marocains vers le Brésil. Et donc, dans la première page, quand on fait la recherche, on a la page de l'aperçu d'ensemble. Et effectivement, dans les exigences réglementaires, on peut voir qu'il y avait 15 exigences en tour pour ce qui concerne l'inspection et le pré-embarquement. Après, on peut cliquer dessus et aller voir de quoi il s'agit. On pouvait voir aussi dans ce premier aperçu le classement du Brésil parmi les importations totales pour l'engrais marocain et il est le premier importateur mondial d'engrais, donc grosse agriculture au Brésil évidemment, grand territoire et donc de l'agriculture intensive, donc forcément ils importent énormément d'engrais, donc un marché potentiel pour le Maroc qui lui produit des engrais. Et enfin, il y avait également dans cet aperçu une estimation du temps qui est cette fois assez élevée, 36 heures. Donc, c'est une estimation, encore une fois, à prendre avec précaution pour les entreprises qui nous suivent. C'est important, effectivement, après de vérifier cette information, de se rendre compte par soi-même des différentes procédures. Il y a une entreprise qui exporte la première fois va peut-être mettre 36 heures, mais peut-être la deuxième fois, ça sera 30 heures. Et au bout de quelques années sur le territoire brésilien, ils auront leur contact, les formulaires nécessaires, peut-être même appris les bases du portugais. Ils pourront peut-être descendre à une dizaine, voire même une journée pour faire toutes les procédures. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont participé. Donc je suis heureux de voir que vous avez pu vous connecter. À partir de cette page aperçue où vous aviez ces informations, vous pouvez ensuite aller voir les détails pour chacune des informations. Donc voilà, pour clore, en fait, je souhaitais vous annoncer aussi quelques améliorations qui sont en prévision cette année. Donc restez bien connectés à la plateforme. On va notamment intégrer des informations qui sont en cours de collecte et de traitement par une équipe à ITC, Market Access Map, qui travaille sur les mesures de restrictions commerciales temporaires, notamment liées à la crise Ukraine. On intègre déjà les mesures de restrictions liées au Covid. Donc ça, c'est des informations déjà disponibles dans le Global Trade Desk. Et dans les semaines, mois à venir, on va intégrer aussi une section dédiée aux restrictions temporaires liées à la crise Ukraine-Russie. Comme on l'a vu, il y a des bans qui ont été imposés et ça va certainement continuer. Donc, les petites entreprises ou même les grandes entreprises qui sont en relation avec ces pays, ils sont dans une situation délicate et c'est très important pour eux d'avoir une information en temps et aussi claire et complète que possible. On travaille également en partenariat avec IATA pour ajouter des informations depuis leur base de données sur les prestataires logistiques, notamment transportateurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être intégré parmi les partenaires que l'on voit là, comme dernière section lorsqu'on fait une recherche. Donc en plus des entreprises, des bureaux de propriété intellectuelle et aussi des agences nationales, on aura des prestataires logistiques pour chaque pays et donc qui permettront ensuite d'être redirigés vers les plateformes de IATA, qui est l'Agence internationale des transports. Et donc voilà. Donc deux informations qui vont venir. Donc restez informés sur la plateforme de l'intégration de ces données. On travaille également sur ajouter plus d'informations au niveau du commerce électronique afin de pouvoir aussi orienter les entreprises vers les plateformes existantes selon le produit, selon les marchés. Donc aujourd'hui, la part du commerce électronique est croissante. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais avec le Covid, ça s'est davantage accéléré. Donc c'est important que les entreprises, notamment les plus petites, qui encore une fois, elles n'ont pas forcément les capacités de se connecter à ces types de plateformes et qui sont du coup en désavantage, elles aient au moins une liste des plateformes qu'elles peuvent exploiter avec une description de chacune plateforme et parfois même peut-être un soutien qu'elles peuvent contacter pour se mettre aussi en conformité avec ce type de plateforme et s'enregistrer. Choisir son marché, c'est important grâce à de l'information. Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'exportateur, en tant qu'entreprise,
il faut ne pas tout mettre dans un même panier, et c'est aussi vrai pour l'information. C'est important de diversifier ces sources d'information. Global Trade Desk, on essaie d'agréger, mais on redirige aussi vers toutes les sources d'information afin que l'utilisateur puisse aussi faire son propre avis. Et il existe des sources d'information nationales et régionales additionnelles qui peuvent être aussi ajoutées dans les favoris des entreprises qui font de l'intelligence commerciale, notamment qui vont fournir des informations sur les prix de marché, sur les frais commerciaux et de transport, sur les préférences des consommateurs, comme Google Market Finder, qui va pouvoir dire, selon les recherches Google, dire quels sont les changements de consommation. On a vu encore une fois avec le Covid qu'il y a eu des changements clairs au niveau consommation. Donc forcément, il y a eu des produits de soins qui ont été pris d'assaut. Dans un premier temps, certaines denrées alimentaires primaires. Moi, je me souviens des supermarchés à Genève où il n'y avait plus de farine, plus d'huile, plus de papier toilette. Donc ça, grâce à certains outils comme Google Search, on va pouvoir en avance savoir que tous les gens se ruent sur où trouver du papier toilette pas cher en grande quantité. Donc ça va nous donner une indication. Et voilà, il existe tout plein d'autres sources et on essaye à travers le Global Trade Desk aussi de compléter toutes les sources disponibles. Il y a eu en plus une nouvelle plateforme lancée par un groupe à l'OMC qui s'appelle le groupe pour les MPME et ils ont lancé une plateforme en complément du Global Trade Desk. Global Trade Desk fait partie de l'information comme une des sources. Cette plateforme vise à aider non seulement les petites entreprises, mais aussi et surtout les décideurs politiques afin de couvrir tout type d'informations pertinentes pour une petite entreprise. Donc, ça va aussi couvrir le volet investissement, le volet création d'entreprise, droit commercial, etc. Donc, en complément du Global Trade Desk, il existe cette plateforme Trade for MSMEs, également disponible en français, qui va permettre de compléter sa recherche. Donc, ça également à mettre dans vos favoris. Il y a notamment une sorte de guide commercial où on verra à de nombreuses étapes qu'il faut aller regarder le Global Trade Desk, mais il y a aussi plein d'autres sources d'informations pertinentes. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Il reste 3 minutes si ma montre est correcte, ma montre suisse est à l'heure, pour vous demander gentiment de compléter une courte enquête. Je vais essayer de copier le lien et de le mettre de le partager avec vous. Oups, si j'y arrive, peut-être que je n'y arrive pas. Mais voilà, je vous invite soit à taper, cette petite... Je vais aller le chercher. À taper cette petite enquête. Je vais mettre le lien dans la plateforme. Et voilà, sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, c'est un webinaire qu'on va mettre en place maintenant tous les semestres. Donc, d'ici 3 mois, restez informés aussi sur la plateforme. Ça sera ouvert à nouveau. On va forcer en français, anglais, espagnol. Je tiens également à remercier Samuel qui était là dans le chat depuis la CNUSET pour répondre à toutes questions et on n'en a pas eu. Donc, tout était très clair, je l'espère. Il y a notre adresse email aussi commune, info@globaltradedesk.org. N'hésitez pas à y accéder si vous le désirez et nous poser d'autres questions ou savoir les mises à jour qui sont à venir. Voilà, un grand merci à tous pour votre participation. J'espère que vous en sortez un peu plus éclairés sur l'intelligence commerciale et que vous pourrez d'ores et déjà utiliser le Global Trade Desk pour identifier de nouvelles opportunités pour vos produits et explorer de nouveaux marchés. Un grand merci à tous et à très bientôt. Au revoir.